Imaginez un instant que vous courez à toute vitesse dans un couloir sombre, vos pieds frappant le sol avec une régularité parfaite, votre souffle synchronisé avec chaque foulée, et soudain, sans avertissement, un mur invisible se dresse devant vous. Vous freinez brutalement, vos chaussures crissent contre le sol, votre corps se tend et dans cette fraction de seconde où votre mouvement se transforme en immobilité, quelque chose d'extraordinaire se produit. De l'énergie est libérée. De la chaleur émane de vos semelles. Du son se propage dans l'air. Mais maintenant, imaginez que vous n'êtes pas un être humain. Imaginez que vous êtes une particule subatomique, un électron, une entité si petite qu'elle défie l'imagination humaine, et que lorsque vous ralentissez, ce n'est pas du son que vous émettez, ce n'est pas de la chaleur ordinaire, c'est de la lumière pure, des photons réels, mesurables, détectables, qui s'envolent dans l'espace à 300 000 km par seconde. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Cela semble être de la science-fiction, un conte inventé par des physiciens trop imaginatifs. Mais c'est la réalité. C'est l'un des phénomènes les plus fondamentaux de l'univers, et il porte un nom qui sonne comme un sort dans une langue ancienne. Bremsstrahlung. Le rayonnement de freinage. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs de ce phénomène. Nous allons l'explorer sous chaque angle. Nous allons comprendre pourquoi la nature a décrété que ralentir une particule chargée doit produire de la lumière. Et nous allons découvrir que ce simple fait connecte les rayons X de votre hôpital local aux amas de galaxies les plus massifs de l'univers observable. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser quelques questions qui devraient titiller votre curiosité. Premièrement, saviez-vous que chaque fois que vous passez une radiographie médicale, les rayons X qui traversent votre corps sont produits exactement par ce phénomène? Des électrons qui freinent violemment contre une cible métallique? Deuxièmement, saviez-vous que le Soleil, notre étoile, produit en ce moment même du rayonnement de Bremsstrahlung dans sa couronne brûlante? Troisièmement, saviez-vous que le nom Bremsstrahlung est un mot allemand qui signifie littéralement « rayonnement de freinage », parce que l'électron freine, tout simplement. Quatrièmement, saviez-vous que sans ce phénomène, nous n'aurions jamais pu confirmer la théorie quantique de Max Planck, car c'est la limite de courte longueur d'onde du spectre de Bremsstrahlung qui a fourni une preuve indépendante de la quantification de l'énergie. Et cinquièmement, saviez-vous que dans les amas de galaxies, d'immenses nuages de gaz chauffés à des dizaines de millions de degrés émettent des rayons X par Bremsstrahlung thermique, et que c'est en étudiant cette radiation que nous avons pu estimer la quantité de matière noire dans l'univers. Ces faits ne sont pas des coïncidences isolées. Ils sont tous connectés par un fil conducteur unique, un principe fondamental de la physique qui dit « Lorsqu'une particule chargée change de vitesse, elle doit émettre un rayonnement électromagnétique et comprendre pourquoi, comprendre le mécanisme profond, comprendre les implications cosmiques et technologiques de ce principe, c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. Si vous êtes quelqu'un qui aime la science, quelqu'un qui ressent cette excitation quand un mystère de l'univers commence à se dévoiler, alors vous êtes exactement au bon endroit. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et laissez un commentaire pour me dire si vous aviez déjà entendu le mot Bremsstrahlung avant de cliquer sur cette vidéo. Maintenant, plongeons dans l'histoire, la physique et la beauté de ce phénomène.
Pour comprendre le Bremsstrahlung, nous devons d'abord comprendre le personnage principal de notre histoire, l'électron. Et pour comprendre l'électron, nous devons remonter à la fin du XIXe siècle, une époque où la physique semblait presque complète, où les scientifiques pensaient que tous les grands mystères avaient été résolus et où une série de découvertes allait tout bouleverser. En 1897, dans les laboratoires de Cambridge, en Angleterre, un physicien nommé Joseph John Thomson réalisa une série d'expériences qui allaient changer notre compréhension de la matière pour toujours. Thomson travaillait avec des tubes à rayons cathodiques, ces tubes de verre dans lesquels on faisait le vide et à travers lesquels on faisait passer un courant électrique. Il observa que des rayons mystérieux, les rayons cathodiques, voyageaient d'une extrémité du tube à l'autre, et en appliquant des champs électriques et magnétiques à ces rayons, il découvrit quelque chose de stupéfiant. Ces rayons étaient constitués de particules, de minuscules particules chargées négativement, bien plus légères que le plus petit atome connu. Thomson venait de découvrir l'électron, la première particule subatomique jamais identifiée, et avec cette découverte, il ouvrit la porte à un monde entièrement nouveau. Mais qu'est-ce qu'un électron, exactement? C'est une question qui semble simple, mais qui, en réalité, nous emmène dans les profondeurs les plus vertigineuses de la physique. À un niveau basique, un électron est une particule élémentaire, ce qui signifie qu'il n'est composé de rien de plus petit, du moins selon notre compréhension actuelle. Il possède une masse incroyablement petite, environ 9,1 fois 10 puissance moins 30 et 1 kg. Pour vous donner une idée de ce que cela signifie, il faudrait environ 1800 électrons pour égaler la masse d'un seul proton. Et il faudrait des milliards de protons pour avoir une masse que vous pourriez sentir dans votre main. L'électron est donc d'une légèreté extraordinaire. Mais ce qui rend l'électron véritablement spécial, ce qui en fait le protagoniste de notre histoire sur le Bremsstrahlung, ce n'est pas sa masse, c'est sa charge électrique. L'électron porte une charge négative fondamentale, notée -E, où E est la charge élémentaire, environ 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Cette charge est la plus petite unité de charge électrique que l'on puisse trouver isolée dans la nature, et c'est elle qui donne à l'électron son pouvoir extraordinaire d'interagir avec les champs électromagnétiques. Maintenant, voici un point crucial que beaucoup de gens ne saisissent pas intuitivement. L'électron n'est pas une petite bille. Quand vous imaginez un électron, votre cerveau a naturellement tendance à le visualiser comme une minuscule sphère, une sorte de balle de ping-pong microscopique. Mais cette image est fondamentalement incorrecte. Selon la mécanique quantique, l'électron est ce qu'on appelle une particule ponctuelle, ce qui signifie qu'il n'a pas de taille mesurable. Aucune expérience n'a jamais détecté un rayon pour l'électron, et les limites expérimentales actuelles placent sa taille à moins de 10 puissance moins 18 mètres, soit 1 milliardième de mètre. C'est si petit que le concept même de taille commence à perdre son sens. L'électron est, pour autant que nous le sachions, un point mathématique doté de masse et de charge. Et pourtant, ce point mathématique est entouré d'un champ électrique qui s'étend théoriquement à l'infini, diminuant avec le carré de la distance, mais ne disparaissant jamais complètement. C'est ce champ qui est la clé de tout ce qui va suivre. Parlons maintenant de ce qui se passe quand un électron bouge.
Imaginez un électron immobile dans l'espace. Son champ électrique s'étend dans toutes les directions de manière parfaitement symétrique, comme les piquants d'un oursin, des lignes de champ rayonnant depuis le point central dans toutes les directions. Ce champ est statique, il ne change pas dans le temps et il n'émet aucun rayonnement. L'électron est paisible, silencieux, tranquille. Maintenant, mettez cet électron en mouvement à une vitesse constante. Que se passe-t-il? Le champ électrique se déforme légèrement. En raison des effets relativistes, il se contracte dans la direction du mouvement et s'élargit perpendiculairement. Mais fondamentalement, il s'ajuste de manière continue et douce. De plus, un champ magnétique apparaît car une charge en mouvement crée un champ magnétique. C'est l'une des découvertes fondamentales de l'électromagnétisme. Mais voici le point crucial. Tant que l'électron se déplace à vitesse constante, tant qu'il n'accélère ni ne décélère, il n'émet aucun rayonnement électromagnétique. Aucun. Zéro. Les champs existent, ils se déplacent avec l'électron, mais aucune énergie n'est rayonnée vers l'extérieur. C'est un résultat fondamental de la théorie électromagnétique de James Clerk Maxwell, et il est essentiel pour comprendre le Bremsstrahlung. Et c'est là que la magie se produit. Le moment où tout change. Car que se passe-t-il si l'électron n'est plus à vitesse constante? Que se passe-t-il s'il accélère? Ou, dans le cas qui nous intéresse particulièrement, s'il décélère? La réponse est l'un des résultats les plus beaux et les plus profonds de toute la physique. Une charge accélérée émet un rayonnement électromagnétique. C'est une loi de la nature. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un effet secondaire, occasionnel, c'est une nécessité absolue, dictée par les équations de Maxwell. Et pour comprendre pourquoi intuitivement, pas seulement mathématiquement, nous devons plonger un peu plus profondément. Imaginez à nouveau notre électron avec son champ électrique s'étendant dans toutes les directions. L'électron se déplace à grande vitesse et son champ s'est ajusté en conséquence. Les lignes de champ sont orientées d'une certaine manière qui reflète le mouvement de l'électron. Maintenant, brusquement, l'électron décélère. Il freine. Et voici le problème. L'information sur ce changement de mouvement ne peut pas se propager instantanément. Rien dans l'univers ne voyage plus vite que la lumière, et cela inclut l'information sur le changement d'état de mouvement de l'électron. Donc, les régions du champ électrique qui sont proches de l'électron réagissent rapidement, elles se réajustent pour refléter la nouvelle vitesse de l'électron. Mais les régions éloignées du champ ne savent pas encore que l'électron a freiné. Elles montrent toujours la configuration correspondant à l'ancienne vitesse. Et entre ces deux régions, entre le champ proche qui sait et le champ lointain qui ne sait pas encore, il y a une zone de transition, une sorte de pli de coude, de déformation dans les lignes de champ. Ce pli se propage vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, comme une vague qui s'éloigne du point où une pierre a frappé la surface d'un lac. Et cette vague, cette perturbation qui se propage dans le champ électromagnétique, c'est exactement ce que nous appelons un rayonnement électromagnétique. C'est un photon, c'est de la lumière. Cette image est extraordinairement belle quand on y réfléchit. L'électron freine, et parce que l'information ne peut pas voyager instantanément, une onde de perturbation se propage dans l'espace, emportant de l'énergie avec elle. L'énergie qui était contenue dans le mouvement de l'électron, son énergie cinétique, est partiellement convertie en énergie du photon émis. C'est la conservation de l'énergie en action,
l'un des principes les plus fondamentaux de toute la physique. L'énergie ne disparaît pas, elle ne se crée pas à partir de rien, elle se transforme. L'énergie cinétique de l'électron se transforme en énergie lumineuse. Et c'est exactement ce qu'est le Bremsstrahlung, la transformation de l'énergie cinétique d'une particule chargée en rayonnement électromagnétique lors de sa décélération. Mais attendez, si c'est si simple, si c'est juste une charge qui freine et émet de la lumière, pourquoi les physiciens ont-ils mis autant de temps à le comprendre? Pour répondre à cette question, nous devons revenir en arrière, à l'année 1895, et rencontrer un homme dont la découverte accidentelle allait non seulement révéler le Bremsstrahlung, mais aussi transformer la médecine, la physique et notre compréhension de la matière elle-même. Wilhelm Conrad Röntgen était un physicien allemand méticuleux, travaillant à l'université de Würzburg, et le 8 novembre 1895, il faisait des expériences avec des tubes à rayons cathodiques, ces mêmes dispositifs que Thomson utiliserait 2 ans plus tard pour découvrir l'électron. Röntgen étudiait les propriétés des rayons cathodiques, essayant de comprendre comment ils interagissaient avec différents matériaux, quand il remarqua quelque chose d'étrange. Un écran fluorescent posé sur une table à proximité, un écran enduit de platinocyanure de barium, se mit à briller faiblement. En soi, cela n'était pas extraordinaire. Les rayons cathodiques étaient connus pour produire de la fluorescence. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que le tube était complètement recouvert de carton noir opaque. Les rayons cathodiques, que l'on savait être facilement arrêtés par quelques centimètres d'air, ne pouvaient pas avoir traversé ce carton et l'air jusqu'à l'écran. Quelque chose d'autre était en jeu, quelque chose d'invisible, de pénétrant, de mystérieux traversait le carton et faisait briller l'écran. Röntgen était un scientifique rigoureux et au lieu de rejeter cette observation comme une anomalie, il décida de l'investiguer systématiquement. Pendant les semaines suivantes, il travailla pratiquement en secret dans son laboratoire, mangeant et dormant souvent sur place, explorant méthodiquement les propriétés de ces rayons mystérieux. Il découvrit qu'ils pouvaient traverser le papier, le bois et même des métaux minces. Il découvrit qu'ils étaient arrêtés par le plomb et les os. Et puis, le 22 décembre 1895, il réalisa l'expérience qui allait le rendre immortel. Il plaça la main de sa femme, Anna Bertha, entre le tube et une plaque photographique, et le résultat fut la première radiographie de l'histoire. Une image fantomatique montrant les os de la main d'Anna Bertha avec son alliance clairement visible autour de son doigt. Quand Anna Bertha vit l'image, elle dit, selon la légende, « J'ai vu ma mort ». Röntgen appela ces rayons mystérieux les rayons XX pour l'inconnu, car il ne savait pas ce qu'ils étaient. La nouvelle de la découverte de Röntgen se répandit comme une traînée de poudre. En quelques semaines, des scientifiques du monde entier reproduisaient ces expériences et les rayons X devinrent une sensation publique. Les journaux publiaient des articles enthousiastes, parfois fantaisistes, certains craignant que les rayons X permettent de voir à travers les vêtements des gens. Des entreprises commercialisèrent même des sous-vêtements doublés de plomb. Mais au milieu de cette frénésie, la question fondamentale restait: que sont exactement ces rayons X? D'où viennent-ils? Comment sont-ils produits? La réponse, nous le savons maintenant, est le Bremsstrahlung. Dans le tube de Röntgen, les rayons cathodiques, que nous identifions aujourd'hui comme des faisceaux d'électrons,
était accéléré par une haute tension et frappait la paroi de verre du tube ou une cible métallique. En frappant cette cible, les électrons pénétraient dans la matière et interagissaient avec les noyaux atomiques. Les champs électriques intenses des noyaux, chargés positivement, exerçaient des forces énormes sur les électrons, les décélérant violemment. Et à chaque décélération, à chaque freinage brutal, les électrons émettaient des rayons X par Bremsstrahlung. C'était aussi simple que cela et aussi profond. Röntgen avait découvert les rayons X, et sans le savoir, il avait mis en lumière l'un des processus physiques les plus fondamentaux de l'univers. Mais Röntgen ne comprenait pas le mécanisme. En 1895, l'électron n'avait même pas encore été découvert. La mécanique quantique n'existait pas et la théorie électromagnétique de Maxwell, bien qu'elle fût développée, n'avait pas encore été pleinement appliquée à ce type de phénomène. Il faudrait des décennies de travail théorique et expérimental pour comprendre véritablement ce qui se passait. Nikola Tesla, le célèbre inventeur serbo-américain, réalisa également des expériences avec les rayons X de manière indépendante, et certains historiens affirment qu'il les avait observés avant Röntgen, sans toutefois publier ses résultats de manière formelle. Tesla comprenait intuitivement que les rayons X étaient des produits par l'impact violent de particules contre une cible, mais la théorie complète lui échappait également. C'est dans les premières décennies du XXe siècle que la compréhension théorique du Bremsstrahlung commença véritablement à prendre forme. Arnold Sommerfeld, l'un des plus grands physiciens théoriciens de son époque, un homme qui forma une génération entière de prix Nobel, s'attaqua au problème du rayonnement émis par des électrons décélérés. En utilisant la théorie électromagnétique classique, Sommerfeld calcula le spectre et l'intensité du rayonnement produit lorsqu'un électron est dévié et ralenti par le champ électrique d'un noyau atomique. Ces calculs furent d'une élégance remarquable et posèrent les fondations théoriques du domaine. À peu près à la même époque, Hendrik Kramers, un physicien néerlandais qui avait travaillé avec Niels Bohr à Copenhague, développa ce qui allait devenir la loi de Kramers, une formule décrivant la distribution spectrale du rayonnement de Bremsstrahlung. La loi de Kramers prédit que l'intensité du rayonnement diminue avec l'augmentation de la fréquence et qu'il existe une fréquence maximale au-delà de laquelle aucun rayonnement n'est émis. Cette fréquence maximale correspond au cas où l'électron transfère toute son énergie cinétique en un seul photon. Et c'est un résultat qui allait s'avérer d'une importance capitale pour la physique quantique. Le fait que le nom Bremsstrahlung soit allemand n'est pas un hasard. Au début du XXe siècle, l'Allemagne et les pays germanophones étaient l'épicentre de la physique théorique mondiale. Max Planck, à Berlin, développait la théorie des quanta. Albert Einstein, alors jeune employé au bureau des brevets de Berne, publiait ses articles révolutionnaires sur la relativité restreinte, l'effet photoélectrique et le mouvement brownien. Werner Heisenberg formulait le principe d'incertitude. Erwin Schrödinger, un Autrichien, écrivait son équation fondamentale de la mécanique quantique. Et Sommerfeld, à Munich, formait des étudiants qui allaient en devenir les géants de la physique du XXe siècle. Dans cet environnement intellectuel bouillonnant, il était naturel que le phénomène du rayonnement de freinage reçoive un nom allemand, et Bremsstrahlung, de Bremsen, freiner, et Strahlung, rayonnement, devint le terme universellement adopté. Maintenant que nous connaissons l'histoire, plongeons plus profondément dans la physique. Nous avons déjà esquissé l'explication classique.
la perturbation qui se propage dans le champ électromagnétique lorsqu'un électron décélère. Mais développons cette explication plus en détail, car le diable, comme on dit, est dans les détails. Et les détails, ici, sont absolument fascinants. Commençons par la situation la plus simple. Un électron se déplaçant à grande vitesse s'approche d'un noyau atomique isolé. Le noyau est chargé positivement avec une charge Ze, où Z est le numéro atomique de l'élément et E est la charge élémentaire. L'électron, chargé négativement, est attiré vers le noyau par la force de Coulomb. Cette attraction modifie la trajectoire de l'électron. Au lieu de continuer en ligne droite, l'électron est dévié, sa trajectoire se courbe vers le noyau. Mais dans la plupart des cas, l'électron ne frappe pas le noyau. Il passe à proximité, sa trajectoire décrit une hyperbole, et il ressort de l'autre côté avec une direction différente et une vitesse réduite. Il a ralenti. Et pendant ce processus de déviation et de décélération, il a émis un photon de Bremsstrahlung. Pourquoi a-t-il ralenti? Parce que le champ électrique du noyau a exercé une force sur lui, et cette force a modifié son vecteur vitesse. La composante de la force qui est opposée à la direction du mouvement de l'électron a réduit sa vitesse, tandis que la composante perpendiculaire a dévié sa trajectoire. Les deux composantes constituent une accélération au sens physique du terme, car l'accélération est le taux de changement du vecteur vitesse, pas seulement de sa magnitude. Et nous savons que toute accélération d'une particule chargée produit un rayonnement. Donc, l'électron rayonne. Il émet un photon dont l'énergie est égale à la différence entre son énergie cinétique initiale et son énergie cinétique finale, en négligeant le recul du noyau qui est extrêmement petit en raison de la masse énorme du noyau par rapport à celle de l'électron. Mais voici ce qui rend le Bremsstrahlung véritablement unique parmi les formes de rayonnement. Le photon émis peut avoir n'importe quelle énergie, depuis pratiquement zéro jusqu'à la totalité de l'énergie cinétique de l'électron. Cela semble peut-être évident quand on y pense, mais c'est en fait profondément différent de ce qui se passe dans la plupart des autres processus d'émission de lumière. Prenez par exemple un atome d'hydrogène. Quand un électron, dans un atome d'hydrogène, passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur, il émet un photon dont l'énergie est exactement égale à la différence entre les deux niveaux. Pas plus, pas moins. Ces niveaux d'énergie sont discrets, quantifiés. Et en conséquence, le spectre d'émission de l'hydrogène consiste en une série de raies discrètes, des fréquences spécifiques et rien d'autre. C'est le spectre de raies caractéristiques des atomes. Le Bremsstrahlung, en revanche, produit un spectre continu. Pourquoi? Parce que l'interaction entre l'électron et le noyau n'est pas quantifiée de la même manière. L'électron peut passer à n'importe quelle distance du noyau, avec n'importe quel paramètre d'impact, et en conséquence, la décélération peut être forte ou faible, le photon émis peut être très énergétique ou peu énergétique, et le spectre résultant est continu, s'étendant de 0 jusqu'à une énergie maximale. Cette énergie maximale est atteinte dans le cas extrême où l'électron transfère toute son énergie cinétique en un seul photon, s'arrêtant complètement. C'est le cas le plus rare, mais le plus spectaculaire. La fréquence maximale correspondante, ou de manière équivalente la longueur d'onde minimale, est donnée par la loi de Duane-Hunt, formulée en 1915 par William Duane et Franklin Hunt. Selon cette loi, la longueur d'onde minimale est égale à hc divisé par EV, où h est la constante de Planck, c est la vitesse de la lumière,
E est la charge de l'électron et V est la tension d'accélération. Cette formule est remarquable car elle établit un lien direct entre la tension macroscopique appliquée au tube à rayon X et la constante de Planck, une quantité fondamentale du monde quantique. En fait, la mesure précise de cette longueur d'onde de coupure a été l'une des premières confirmations expérimentales de la relation d'énergie de Planck, E égale H fois nu. Si la physique était purement classique, si l'énergie n'était pas quantifiée, il n'y aurait pas de coupure nette. Le spectre s'étendrait à des fréquences arbitrairement élevées. Mais ce n'est pas ce qu'on observe. La coupure est nette, précise et exactement prédite par la relation de Planck. Le Bremsstrahlung a donc fourni une preuve indépendante et élégante de la nature quantique de l'énergie. Passons maintenant à l'explication quantique du Bremsstrahlung, car si l'explication classique est intuitive et belle, elle n'est pas complète. La théorie quantique nous offre une perspective plus profonde, plus précise et peut-être encore plus fascinante. Dans le cadre de l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit les interactions entre les particules chargées et le champ électromagnétique, le Bremsstrahlung est décrit comme un processus dans lequel un électron interagit avec le champ électromagnétique d'un noyau par l'échange de photons virtuels et émet un photon réel. Qu'est-ce qu'un photon virtuel? C'est un concept subtil et souvent mal compris. Un photon virtuel est, en termes simples, un quantum d'interaction. Quand un électron ressent la force d'un noyau, dans le langage de l'électrodynamique quantique, ce n'est pas une force mystique qui agit à distance, c'est un échange de photons virtuels entre l'électron et le noyau. Ces photons virtuels ne sont pas directement observables, ils ne peuvent pas être captés par un détecteur, mais ils sont la manière dont la théorie décrit la transmission de la force électromagnétique. L'électron absorbe un photon virtuel du noyau, change de direction et de vitesse, et dans le processus émet un photon réel qui est le rayonnement de Bremsstrahlung. Ce processus peut être représenté de manière élégante par un diagramme de Feynman, l'outil graphique inventé par Richard Feynman pour visualiser les interactions entre particules. Dans un diagramme de Feynman typique pour le Bremsstrahlung, on voit une ligne représentant l'électron entrant, une ligne ondulée représentant le photon virtuel échangé avec le noyau, la ligne de l'électron qui change de direction après l'échange, et une autre ligne ondulée représentant le photon réel émis, le photon de Bremsstrahlung. Ce diagramme capture toute la physique du processus en une image simple et élégante. Et ce qui est remarquable, c'est que les règles de Feynman permettent de calculer exactement la probabilité de ce processus, l'intensité du rayonnement émis et la distribution en énergie et en angle des photons, avec une précision extraordinaire confirmée par les expériences. Mais il y a un aspect de la physique du Bremsstrahlung que nous n'avons pas encore abordé et qui est absolument crucial, le rôle du noyau. Pourquoi avons-nous besoin d'un noyau? Pourquoi un électron ne peut-il pas simplement ralentir tout seul dans le vide et émettre un photon? La réponse est liée aux lois de conservation et elle est profondément révélatrice de la manière dont l'univers fonctionne. Imaginez un électron se déplaçant dans le vide absolu, loin de toute autre particule. Peut-il spontanément émettre un photon et ralentir? La réponse est non, et voici pourquoi. Pour qu'un processus physique soit permis, il doit respecter simultanément la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement. Considérons un électron libre émettant un photon.
L'énergie serait conservée si l'énergie du photon plus l'énergie cinétique finale de l'électron égalait l'énergie cinétique initiale de l'électron. Mais la quantité de mouvement? Le photon emporte une quantité de mouvement dans une certaine direction et l'électron recule dans la direction opposée. Si vous faites les calculs dans le référentiel du centre de masse, vous découvrez qu'il est impossible de satisfaire simultanément la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de mouvement pour un électron libre émettant un photon. Les nombres ne fonctionnent tout simplement pas. Il faut un troisième corps, un noyau, pour absorber le recul, pour fournir le bilan de quantité de mouvement nécessaire. Le noyau, étant beaucoup plus massif que l'électron, peut absorber une grande quantité de mouvement avec très peu de changement d'énergie cinétique, ce qui résout le problème. C'est pourquoi le Bremsstrahlung ne se produit que lorsqu'un électron interagit avec un noyau ou une autre particule chargée massive, jamais dans le vide parfait. Cette exigence a des conséquences importantes. Puisque le noyau joue un rôle essentiel, les propriétés du noyau affectent l'intensité du Bremsstrahlung. Plus le noyau est chargé, plus son champ électrique est fort, plus la décélération de l'électron est importante et plus le rayonnement est intense. Quantitativement, l'intensité du Bremsstrahlung est proportionnelle au carré du numéro atomique Z carré. Cela signifie qu'un noyau de plomb, avec Z égale à 82, produit un Bremsstrahlung environ 82 au carré, divisé par 74 au carré, fois plus intense qu'un noyau de tungstène, avec Z égale à 74 pour un même électron incident. En pratique, dans les tubes à rayons X, on utilise le tungstène comme cible non seulement parce qu'il a un numéro atomique élevé, mais aussi parce qu'il a un point de fusion extraordinairement élevé, 3422 degrés Celsius, ce qui lui permet de résister à l'échauffement intense causé par le bombardement d'électrons. Revenons un instant à la description quantique pour introduire un concept important, la section efficace de Bethe-Heitler. Hans Bethe, un physicien germano-américain qui recevrait plus tard le prix Nobel pour ses travaux sur la nucléosynthèse stellaire, et Walter Heitler, un physicien autrichien, calculèrent en 1934 la section efficace du Bremsstrahlung en utilisant la mécanique quantique. La section efficace est une mesure de la probabilité qu'un processus se produise, et les calculs de Bethe et Heitler donnèrent des résultats en excellent accord avec les observations expérimentales. Leur formule montre que la probabilité d'émission d'un photon de Bremsstrahlung dépend du carré du numéro atomique du noyau, de l'énergie de l'électron incident et de l'énergie du photon émis. Aux basses énergies de photons, la probabilité est élevée et elle diminue à mesure que l'énergie du photon augmente, atteignant 0 à l'énergie maximale, correspondant au transfert total de l'énergie cinétique. Ce résultat est en accord avec le spectre continu observé expérimentalement et avec la loi de Kramers dans le régime classique. Il existe un résultat magnifique en physique classique qui quantifie exactement combien de rayonnement une particule chargée accélérée émet, et c'est la formule de Larmor. Dérivée par Joseph Larmor en 1897, la même année où Thomson découvrit l'électron, cette formule donne la puissance totale rayonnée par une particule chargée non relativiste subissant une accélération. La formule est P égale Q au carré fois A au carré divisé par 6 pi fois epsilon 0 fois C au cube, où P est la puissance rayonnée, Q est la charge de la particule, A est son accélération, epsilon 0 est la permittivité du vide et C est la vitesse de la lumière. Ce qui est frappant dans cette formule,
c'est la dépendance en A au carré. Si vous doublez l'accélération, vous quadruplez la puissance rayonnée. Cela signifie que des décélérations violentes produisent beaucoup plus de rayonnement que des décélérations douces, ce qui est exactement ce qu'on observe. Un électron qui rase un noyau de près subit une décélération plus forte et émet un photon plus énergétique qu'un électron qui passe à grande distance. Quand les électrons se déplacent à des vitesses proches de celles de la lumière, ce qui est courant dans les accélérateurs de particules et dans de nombreux contextes astrophysiques, la formule de Larmor doit être généralisée pour inclure les effets de la relativité restreinte. La version relativiste de la formule de Larmor est considérablement plus complexe, mais le résultat clé est que la puissance rayonnée augmente dramatiquement avec la vitesse de l'électron. Pour un électron ultra-relativiste, la puissance rayonnée est proportionnelle à gamma puissance 4, où gamma est le facteur de Lorentz, une quantité qui devient très grande quand la vitesse de l'électron s'approche de celle de la lumière. Pour un électron se déplaçant à 99,99% de la vitesse de la lumière, gamma est d'environ 70 et gamma puissance 4 est d'environ 24 millions. Cela signifie que cet électron rayonne 24 millions de fois plus de puissance qu'un électron non relativiste subissant la même force. C'est un effet colossal et c'est la raison pour laquelle les accélérateurs de particules circulaires qui utilisent des électrons comme les synchrotrons souffrent de pertes d'énergie énormes par rayonnement. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle le grand collisionneur de hadrons, le LHC, au CERN, utilise des protons au lieu d'électrons. Les protons, étant environ 1836 fois plus lourds que les électrons, subissent des accélérations beaucoup plus faibles pour la même force, et donc rayonnent beaucoup moins. La puissance de Bremsstrahlung est inversement proportionnelle au carré de la masse de la particule, ce qui signifie qu'un proton rayonne environ 3 millions de fois moins qu'un électron dans les mêmes conditions. Maintenant, explorons les différentes variantes du Bremsstrahlung, car ce phénomène n'est pas monolithique. Il se manifeste sous plusieurs formes, chacune avec ses propres caractéristiques et applications. La forme la plus connue et la plus étudiée est le Bremsstrahlung externe, celui que nous avons décrit jusqu'à présent, un électron interagissant avec le champ électrique d'un noyau atomique et émettant un photon. C'est le mécanisme qui opère dans les tubes à rayons X, dans les accélérateurs de particules et dans de nombreux contextes astrophysiques. Mais il existe aussi le Bremsstrahlung interne, un processus plus subtil qui se produit pendant les désintégrations nucléaires. Quand un noyau radioactif subit une désintégration bêta, il émet un électron, la particule bêta. Cet électron, au moment où il est créé et éjecté du noyau, interagit avec le champ électrique du noyau parent, et cette interaction peut produire un photon de Bremsstrahlung. Ce rayonnement est dit interne parce qu'il est produit à l'intérieur même du processus de désintégration, pas par une interaction ultérieure avec un matériau externe. Le spectre du Bremsstrahlung interne est continu, comme celui du Bremsstrahlung externe, et il se superpose au spectre de la particule bêta, ce qui peut compliquer l'analyse des désintégrations nucléaires. Une autre variante fascinante est le Bremsstrahlung thermique, qui se produit dans les plasmas chauds. Un plasma, rappelons-le, est un état de la matière dans lequel les atomes sont ionisés, c'est-à-dire que les électrons sont séparés des noyaux.
Dans un plasma chaud, les électrons libres se déplacent à des vitesses thermiques élevées. Et quand ils passent à proximité d'ions, ils sont déviés et décélérés, émettant du Bremsstrahlung. Parce que les électrons ont une distribution thermique de vitesse, les photons émis ont une distribution continue d'énergie qui dépend de la température du plasma. On appelle parfois le Bremsstrahlung thermique le rayonnement libre-libre, car l'électron est libre avant l'interaction et libre après, contrairement au cas des transitions liées-libres ou liées-liées dans les atomes. Le spectre du Bremsstrahlung thermique a une forme caractéristique. Il est relativement plat aux basses fréquences et décroît exponentiellement aux hautes fréquences, avec une fréquence de coupure qui dépend de la température. En mesurant ce spectre, les astrophysiciens peuvent déterminer la température et la densité du plasma, ce qui en fait un outil diagnostique extraordinairement puissant. Il existe également le rayonnement synchrotron, que certains physiciens considèrent comme une forme de Bremsstrahlung magnétique. Quand un électron se déplace dans un champ magnétique, il suit une trajectoire hélicoïdale, spiralant autour des lignes de champ. Ce mouvement circulaire constitue une accélération centripète continue, et en vertu du principe que toute accélération d'une charge produit un rayonnement, l'électron émet continuellement des photons. Ce rayonnement est appelé rayonnement synchrotron parce qu'il a été observé pour la première fois dans des synchrotrons, des accélérateurs de particules circulaires. Le rayonnement synchrotron est polarisé, directionnel, et son spectre dépend de l'énergie de l'électron et de l'intensité du champ magnétique. Dans l'univers, le rayonnement synchrotron est omniprésent. Il est produit par les électrons relativistes spiralant dans les champs magnétiques des restes de supernovas, des noyaux actifs de galaxies, des pulsars et de nombreuses autres sources. La distinction entre le rayonnement synchrotron et le Bremsstrahlung classique est que dans le premier cas, la force est magnétique et perpendiculaire à la vitesse, tandis que dans le second, la force est électrique et a une composante opposée à la vitesse. Mais le principe fondamental est le même. Une charge accélérée rayonne. Enfin, il y a le Bremsstrahlung inverse, un processus dans lequel la direction est inversée. Au lieu qu'un électron émette un photon en décélérant, un électron absorbe un photon en présence d'un noyau et accélère. L'électron gagne de l'énergie cinétique aux dépens de l'énergie du photon. Ce processus est important dans les interactions laser-plasma où un faisceau laser intense interagit avec un plasma dense. Les photons du laser sont absorbés par les électrons libres du plasma par Bremsstrahlung inverse, transférant leur énergie au plasma et le chauffant. Ce mécanisme est crucial dans la recherche sur la fusion par confinement inertielle, une approche prometteuse pour produire de l'énergie par fusion nucléaire, où des lasers extrêmement puissants compriment et chauffent une petite capsule de combustible de fusion. Si vous êtes toujours avec nous, si votre curiosité est encore en feu, alors vous allez adorer ce qui vient. Car maintenant, nous allons lever les yeux vers le ciel et découvrir comment le Bremsstrahlung illumine l'univers, des étoiles les plus proches aux structures les plus grandes que l'on puisse imaginer. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton j'aime et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait pour le faire. Laissez aussi un commentaire pour me dire quelle partie de cette exploration vous fascine le plus. Maintenant, partons dans le cosmos. Notre étoile, le Soleil, est le premier et le plus évident exemple de Bremsstrahlung dans l'espace. Le Soleil est une boule géante de plasma
un mélange d'hydrogène et d'hélium ionisé, avec des températures allant d'environ 5500 degrés Celsius à sa surface, à environ 15 millions de degrés dans son cœur. Mais il y a une région du Soleil qui est particulièrement pertinente pour notre discussion: la couronne solaire. La couronne est l'atmosphère externe du Soleil, une région de plasma extrêmement ténue mais extraordinairement chaud, avec des températures atteignant 1 à 3 millions de degrés Celsius et encore plus pendant les éruptions solaires. Ces températures sont si élevées que les électrons du plasma coronal se déplacent à des vitesses immenses et quand ils interagissent avec les ions, ils émettent du Bremsstrahlung thermique sous forme de rayons X et d'ultraviolets extrêmes. C'est principalement par cette émission que nous pouvons observer et étudier la couronne solaire avec des télescopes spatiaux comme le Solar Dynamics Observatory de la NASA. Les éruptions solaires, ces explosions titanesques qui se produisent à la surface du Soleil, sont un contexte encore plus spectaculaire pour le Bremsstrahlung. Pendant une éruption solaire, l'énergie stockée dans les champs magnétiques tordus de la couronne est soudainement libérée par un processus appelé reconnexion magnétique. Cette libération d'énergie accélère des électrons à des vitesses proches de celles de la lumière, et ces électrons accélérés, en interagissant avec le plasma dense de la chromosphère solaire, la couche juste en dessous de la couronne, émettent un rayonnement de Bremsstrahlung intense, principalement dans le domaine des rayons X durs. En observant ce rayonnement, les astrophysiciens solaires peuvent étudier les processus d'accélération de particules dans les éruptions, la dynamique de la reconnexion magnétique et les flux d'énergie dans l'atmosphère solaire. Le satellite RESSI de la NASA, lancé en 2002, et plus récemment la mission Solar Orbiter de l'ESA, ont fourni des observations détaillées du Bremsstrahlung solaire qui ont révolutionné notre compréhension de la physique des éruptions. À l'intérieur même du Soleil, dans les couches profondes où se produisent les réactions de fusion nucléaire, le Bremsstrahlung joue un rôle différent mais tout aussi important. Le plasma du cœur solaire est si dense et si chaud que le Bremsstrahlung est l'une des principales sources d'opacité, c'est-à-dire l'un des principaux mécanismes qui empêchent les photons de s'échapper librement. Les photons produits par les réactions de fusion sont continuellement absorbés et réémis par Bremsstrahlung et d'autres processus, effectuant une marche aléatoire à travers le Soleil qui prend en moyenne environ 170 000 ans avant qu'un photon n'atteigne la surface. Sans cette opacité, sans le Bremsstrahlung et les autres processus d'absorption, le Soleil serait transparent et toute l'énergie de la fusion s'échapperait instantanément, ce qui aurait des conséquences catastrophiques pour la structure et la stabilité de l'étoile. Mais le Bremsstrahlung ne se limite pas à notre Soleil. Levons les yeux encore plus haut vers les échelles les plus grandes de l'univers, les amas de galaxies. Un amas de galaxies est une collection de centaines à des milliers de galaxies liées par la gravité, et c'est l'une des plus grandes structures de l'univers. Mais voici un fait étonnant que peu de gens connaissent. La majeure partie de la matière ordinaire dans un amas de galaxies n'est pas dans les galaxies elles-mêmes. Elle est dans l'espace entre les galaxies, sous forme d'un gaz ténu mais extraordinairement chaud, appelé le milieu intra-amas. Ce gaz, composé principalement d'hydrogène et d'hélium ionisé, est chauffé à des températures de 10 à 100 millions de degrés Kelvin par l'énergie gravitationnelle libérée lors de la formation de l'amas. À ces températures invraisemblables, les électrons du gaz se déplacent à des vitesses colossales.
et quand ils interagissent avec les ions, ils émettent du Bremsstrahlung thermique sous forme de rayons X. C'est grâce à ce Bremsstrahlung que nous pouvons voir les amas de galaxies en rayons X. Les observatoires spatiaux comme Chandra, lancés par la NASA en 1999, et XMM Newton, lancé par l'Agence spatiale européenne la même année, ont cartographié le rayonnement X des amas de galaxies avec une résolution et une sensibilité sans précédent. Les images en rayons X montrent d'immenses halos lumineux de gaz chaud, parfois s'étendant sur des millions d'années-lumière, émettant un rayonnement qui est presque entièrement du Bremsstrahlung thermique. En analysant le spectre de ce rayonnement, les astrophysiciens peuvent déterminer la température du gaz, sa densité et sa composition chimique. Et en combinant ces mesures avec des observations dans d'autres longueurs d'onde, ils peuvent estimer la masse totale de l'amas, y compris la matière noire invisible. Et c'est là que le Bremsstrahlung se connecte à l'un des plus grands mystères de la cosmologie moderne, la matière noire. Les observations en rayons X des amas de galaxies, combinées avec les mesures de la dynamique des galaxies au sein de l'amas et avec les effets de lentilles gravitationnelles, montrent de manière cohérente que la masse visible, les galaxies, plus le gaz chaud, ne représente qu'une fraction de la masse totale nécessaire pour maintenir l'amas lié gravitationnellement. La majeure partie de la masse est invisible, mystérieuse, et nous l'appelons matière noire. Sans le Bremsstrahlung thermique qui rend le gaz intra-amas visible en rayons X, nous n'aurions pas l'une de nos meilleures preuves de l'existence de la matière noire. Le rayonnement de freinage, ce phénomène apparemment simple d'un électron qui ralentit et émet de la lumière, nous a donné une fenêtre sur l'un des mystères les plus profonds de l'univers. Les restes de supernovae sont un autre contexte cosmique où le Bremsstrahlung joue un rôle crucial. Quand une étoile massive arrive à la fin de sa vie et explose en supernova, elle projette ses couches externes dans l'espace interstellaire à des vitesses pouvant atteindre des dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Ce matériau éjecté, en balayant le gaz interstellaire environnant, crée une onde de choc qui chauffe le gaz à des températures de millions de degrés. Ce gaz chauffé émet alors du Bremsstrahlung thermique sous forme de rayons X, créant les magnifiques structures que nous observons dans des restes de supernovae comme la nébuleuse du Crabe, Cassiopeia A ou le rémanent de Tycho. En étudiant le Bremsstrahlung de ces restes, les astrophysiciens peuvent comprendre la physique de l'explosion, la composition du matériau éjecté et les processus d'accélération de particules qui se produisent dans les ondes de choc. Les étoiles à neutrons et les trous noirs offrent des environnements encore plus extrêmes pour le Bremsstrahlung. Quand la matière tombe vers un objet compact, que ce soit une étoile à neutrons ou un trou noir, elle forme un disque d'accrétion, une structure spirale de matière qui tourne autour de l'objet central et s'y rapproche progressivement. Dans ce disque, les frottements entre les couches de matière en rotation convertissent l'énergie gravitationnelle en chaleur, chauffant le gaz à des températures de millions, voire de milliards de degrés. La couronne du disque d'accrétion, une région de plasma chaud au-dessus et en dessous du disque, émet du Bremsstrahlung thermique sous forme de rayons X. Les systèmes binaires X, dans lesquels une étoile à neutrons ou un trou noir accrète de la matière d'une étoile compagnon, sont parmi les sources les plus lumineuses du ciel en rayons X, et le Bremsstrahlung est l'un des mécanismes principaux de leur émission. En étudiant les variations temporelles et spectrales de ce rayonnement,
les astrophysiciens peuvent sonder la physique des environs immédiats des trous noirs et des étoiles à neutrons, des régions où la gravité est si intense que les effets de la relativité générale deviennent prépondérants. Le fond diffus X cosmique est un autre phénomène lié au Bremsstrahlung. Quand on observe le ciel en rayons X dans toutes les directions, on détecte un rayonnement diffus qui semble provenir de partout à la fois. Une partie de ce rayonnement est produite par des sources individuelles non résolues, comme des noyaux actifs de galaxies lointaines, mais une partie est véritablement diffuse, émise par le gaz chaud intergalactique. Le Bremsstrahlung thermique de ce gaz contribue au fond diffus X et nous renseigne sur l'état de la matière dans les espaces entre les galaxies et les amas de galaxies. Et si nous remontons encore plus loin dans le temps, jusqu'aux premiers instants de l'univers, nous trouvons le Bremsstrahlung jouant un rôle dans l'histoire thermique du cosmos. Dans l'univers primordial, chaud et dense, le plasma d'hydrogène et d'hélium ionisé qui remplissait tout l'espace émettait et absorbait du Bremsstrahlung continuellement. Ce processus, avec d'autres comme la diffusion Compton, maintenait l'équilibre thermique entre la matière et le rayonnement. Quand l'univers s'est refroidi suffisamment, environ 380 000 ans après le Big Bang, les électrons se sont combinés avec les protons pour former des atomes neutres, et le rayonnement s'est découplé de la matière, donnant naissance au fond diffus cosmologique, le rayonnement micro-ondes qui baigne l'univers et que nous pouvons observer aujourd'hui avec des satellites comme Planck. Le Bremsstrahlung a donc joué un rôle dans le processus même qui a produit le plus ancien signal lumineux de l'univers. Revenons maintenant sur Terre pour explorer les applications technologiques et médicales du Bremsstrahlung, car c'est ici que la physique fondamentale rencontre la vie quotidienne de manière directe et tangible. L'application la plus connue et la plus répandue est l'imagerie médicale par rayons X. Voyons en détail comment fonctionne un tube à rayons X moderne, car c'est une merveille d'ingénierie basée directement sur le principe du Bremsstrahlung. Un tube à rayons X typique contient deux éléments principaux, une cathode et une anode enfermées dans une enceinte sous vide. La cathode est un filament de tungstène, similaire à celui d'une ampoule à incandescence qui est chauffé par un courant électrique. Ce chauffage provoque l'émission d'électrons par le filament, un processus appelé émission thermoionique. Ces électrons sont ensuite accélérés vers l'anode par une haute tension, typiquement de 20 à 150 kV, selon l'application. L'anode est également en tungstène, choisi pour son numéro atomique élevé, Z égale à 74, qui maximise la production de Bremsstrahlung, et pour son point de fusion extrêmement élevé qui lui permet de résister à l'échauffement intense. Quand les électrons accélérés frappent l'anode de tungstène, ils pénètrent dans le matériau et interagissent avec les noyaux de tungstène. À chaque interaction, l'électron est dévié et décéléré par le champ électrique du noyau et il émet un photon de Bremsstrahlung. Comme nous l'avons vu, l'énergie de ce photon peut aller de pratiquement zéro jusqu'à l'énergie cinétique totale de l'électron, qui est déterminée par la tension d'accélération. Pour une tension de 100 kV, par exemple, l'énergie maximale des photons de Bremsstrahlung est de 100 kV, ce qui correspond à la gamme des rayons X. Le spectre résultant est un continuum qui augmente en intensité avec la diminution de l'énergie, suivant approximativement la loi de Kramers, avec une coupure nette à l'énergie maximale donnée par la loi de Duane-Hunt.
Mais le spectre d'un tube à rayon X n'est pas uniquement du bremsstrahlung continu. Superposés au continuum, il y a des raies d'émission discrètes, les rayons X caractéristiques. Ces raies sont produites par un mécanisme différent. Quand un électron incident éjecte un électron d'une couche interne de l'atome de tungstène, un électron d'une couche supérieure tombe pour remplir la lacune, émettant un photon dont l'énergie est exactement égale à la différence d'énergie entre les deux couches. Ces rayons X caractéristiques forment des pics étroits à des énergies spécifiques qui dépendent de l'élément cible. Pour le tungstène, les rayons X caractéristiques K alpha se situent à environ 59 kV et les K bêta à environ 67 kV. Le spectre total d'un tube à rayon X est donc la superposition du continuum de bremsstrahlung et des raies caractéristiques. Une combinaison qui dépend de la tension d'accélération, du courant du tube et du matériau de l'anode. En pratique médicale, le spectre brut d'un tube à rayon X n'est pas utilisé directement. Il est filtré, généralement par une fenêtre d'aluminium ou de cuivre, qui absorbe les photons de basse énergie. Ces photons de basse énergie sont indésirables, car ils sont absorbés par le patient sans contribuer à l'image, augmentant la dose de radiation sans bénéfice diagnostique. La filtration augmente l'énergie moyenne du faisceau, le rendant plus pénétrant et plus efficace pour l'imagerie. Les systèmes de tomodensitométrie ou scanners CT utilisent exactement le même principe de production de rayons X, mais avec un tube à rayon X qui tourne autour du patient, prenant des images sous de multiples angles qui sont ensuite reconstruites par ordinateur en une image tridimensionnelle. La radiothérapie est une autre application médicale majeure du bremsstrahlung. Dans le traitement du cancer par rayonnement, des accélérateurs linéaires, ou LINAC, accélèrent des électrons à des énergies beaucoup plus élevées que dans les tubes à rayon X diagnostique, typiquement de 4 à 25 mégaélectronvolts. Ces électrons de haute énergie frappent une cible, généralement en tungstène, et produisent des photons de bremsstrahlung dans la gamme des mégaélectronvolts. Ces photons, beaucoup plus énergétiques que les rayons X diagnostiques, sont capables de pénétrer profondément dans le corps et de déposer leur énergie dans les tumeurs, endommageant l'ADN des cellules cancéreuses et les tuant. Le faisceau de bremsstrahlung est soigneusement façonné par des collimateurs multilames, des dispositifs qui permettent de conformer la forme du faisceau à la forme de la tumeur, minimisant les dommages aux tissus sains environnants. La radiothérapie par bremsstrahlung sauve des millions de vies chaque année, un fait qui devrait nous rappeler que la physique fondamentale n'est jamais déconnectée du monde réel. Dans le domaine de la physique des particules, le bremsstrahlung est à la fois un outil et un défi. C'est un outil parce que les faisceaux de photons de bremsstrahlung de haute énergie sont utilisés dans de nombreuses expériences pour étudier les propriétés des particules subatomiques. Par exemple, en dirigeant un faisceau de photons de bremsstrahlung sur une cible, on peut produire des paires de particules-antiparticules et étudier leurs propriétés. Mais c'est aussi un défi, parce que la perte d'énergie par bremsstrahlung est le principal facteur limitant la performance des accélérateurs de particules circulaires utilisant des électrons. Dans un synchrotron, les électrons suivent une trajectoire circulaire, ce qui signifie qu'ils sont constamment accélérés de manière centripète, et en conséquence, ils émettent continuellement du rayonnement synchrotron, perdant de l'énergie à chaque tour. Pour maintenir les électrons à haute énergie,
il faut continuellement réinjecter de l'énergie et la puissance nécessaire augmente dramatiquement avec l'énergie des électrons. C'est pourquoi les collisionneurs d'électrons circulaires de très haute énergie sont impraticables avec la technologie actuelle. Et c'est la raison pour laquelle le LHC au CERN utilise des protons qui, étant 1836 fois plus lourds, perdent beaucoup moins d'énergie par rayonnement. Le concept de Beamstrahlung ou Bremsstrahlung, faisceau-faisceau, est une variante intéressante qui se produit dans les collisionneurs de particules. Quand deux faisceaux de particules se croisent dans un collisionneur, les particules d'un faisceau sont déviées par le champ électromagnétique de l'autre faisceau, et cette déviation produit du Bremsstrahlung. Le Beamstrahlung est un effet important dans la conception des collisionneurs linéaires électrons-positrons de prochaine génération, comme le collisionneur linéaire international ou le Compact Linear Collider, car il dégrade l'énergie des faisceaux et affecte la précision des mesures. Dans le domaine de la sécurité nucléaire et de la détection, le Bremsstrahlung est utilisé pour inspecter des conteneurs de fret, des véhicules et des structures. Des systèmes d'imagerie par rayons X de haute énergie, utilisant des faisceaux de Bremsstrahlung produits par des accélérateurs linéaires, peuvent pénétrer des épaisseurs considérables de métal et révéler le contenu caché d'un conteneur. Ces systèmes sont déployés dans les ports, aux frontières et dans les aéroports pour détecter les matières de contrebande, les explosifs et les matières nucléaires. La capacité du Bremsstrahlung à pénétrer des matériaux denses, combinée à la possibilité de contrôler l'énergie du faisceau, en fait un outil idéal pour cette application. L'industrie utilise également le Bremsstrahlung de manière extensive. Le contrôle non destructif, ou CND, est un ensemble de techniques qui permettent d'inspecter des matériaux et des structures sans les endommager. La radiographie industrielle, qui utilise des rayons X ou des rayons gamma de Bremsstrahlung, est l'une des techniques de CND les plus répandues. Elle est utilisée pour inspecter les soudures dans les pipelines, les structures aéronautiques, les pièces automobiles et d'innombrables autres produits industriels. Un faisceau de Bremsstrahlung traverse la pièce à inspecter et les variations d'absorption révèlent les défauts internes, les fissures, les porosités et les inclusions. La stérilisation par irradiation est une autre application industrielle. Des faisceaux de Bremsstrahlung de haute énergie sont utilisés pour stériliser des fournitures médicales, des aliments et d'autres produits en détruisant les micro-organismes pathogènes. Plongeons maintenant dans les mathématiques, non pas pour la complexité en soi, mais parce que les équations du Bremsstrahlung sont parmi les plus élégantes de la physique et qu'elles révèlent des vérités profondes sur la nature. Nous avons déjà mentionné la formule de Larmor, P égale Q au carré A au carré, divisé par 6 pi epsilon 0 C au cube. Examinons chaque terme de cette formule pour comprendre ce qu'il nous dit. Le terme Q au carré nous dit que la puissance rayonnée dépend du carré de la charge de la particule. Cela signifie qu'une particule doublement chargée rayonne 4 fois plus, et cela signifie aussi que la puissance ne dépend pas du signe de la charge. Un électron négatif et un positron positif rayonnent exactement la même quantité pour la même accélération. Le terme A au carré nous dit que la puissance dépend du carré de l'accélération, ce qui signifie que des accélérations plus violentes produisent beaucoup plus de rayonnement. Le terme epsilon 0 au dénominateur rappelle que l'interaction
se fait par l'intermédiaire du champ électromagnétique dans le vide, et le terme c au cube au dénominateur, avec la vitesse de la lumière élevée au cube, indique que les effets relativistes jouent un rôle fondamental même dans cette formule non relativiste. Non, la loi de Kramers décrit la distribution spectrale du Bremsstrahlung et peut s'écrire, pour un plasma thermique, sous la forme de P sur 2 nu, proportionnel à Z au carré n, e n i, divisé par la racine carrée de t, multiplié par l'exponentielle de moins h nu, divisé par kt, où nu est la fréquence du rayonnement, Z est le numéro atomique, N, E et Ni sont les densités d'électrons et d'ions respectivement, T est la température, H est la constante de Planck et K est la constante de Boltzmann. Cette formule est un trésor d'informations. Le facteur Z au carré confirme la dépendance quadratique en numéro atomique que nous avons discuté. Le produit NeNi reflète le fait que le Bremsstrahlung résulte de collisions entre électrons et ions, et la probabilité de collision est proportionnelle au produit de leur densité. Le facteur 1 sur racine carrée de t peut sembler contre-intuitif. Il dit que l'émissivité totale du Bremsstrahlung augmente quand la température augmente, mais à un taux qui diminue. Et le facteur exponentiel décrit la coupure à haute fréquence. Les photons d'énergie, beaucoup plus grandes que l'énergie thermique kT, sont exponentiellement supprimés. La section efficace de Bethe-Heitler, le résultat quantique rigoureux pour la probabilité de Bremsstrahlung, est considérablement plus complexe. Dans l'approximation de Born, qui est valide quand l'énergie de l'électron est suffisamment élevée pour que l'interaction avec le noyau puisse être traitée comme une perturbation, la section efficace différentielle pour l'émission d'un photon de Bremsstrahlung d'énergie donnée peut être calculée analytiquement. Le résultat montre la dépendance en Z au carré, une dépendance en 1 sur l'énergie du photon, qui explique pourquoi les photons de basse énergie sont beaucoup plus probables, et des corrections logarithmiques qui dépendent du rapport entre l'énergie de l'électron et l'énergie du photon. Pour des électrons ultra-relativistes, la section efficace de Bethe-Heitler présente un comportement particulier appelé l'effet de suppression LPM, du nom de Landau, Pomeranchuk et Migdal, qui prédit que le Bremsstrahlung est supprimé pour les photons de très basse énergie quand la longueur de formation du rayonnement devient comparable à la distance entre les centres de diffusion dans le matériau. Cet effet, prédit théoriquement dans les années 1950, n'a été confirmé expérimentalement que dans les années 1990 avec des faisceaux d'électrons de très haute énergie au CERN et au SLAC. La loi de Duane-Hunt, lambda min égale hc sur ev, mérite une attention particulière car elle relie directement une observable macroscopique, la tension V, appliquée à un tube à rayon X, à la constante de Planck, une constante fondamentale du monde quantique. En mesurant avec précision la longueur d'onde minimale du spectre de Bremsstrahlung pour une tension donnée, on peut déterminer la constante de Planck. Historiquement, cette méthode a été l'une des premières à fournir une valeur précise de H et elle a joué un rôle important dans la confirmation de la théorie quantique. Ce qui est particulièrement frappant, c'est que la coupure nette à lambda min n'a aucune explication dans la physique classique. Selon la théorie classique, un électron qui décélère peut émettre du rayonnement de n'importe quelle fréquence, sans limite supérieure. La coupure ne peut être expliquée que si l'on admet que l'énergie du rayonnement est quantifiée, que les photons existent et que l'énergie d'un photon est h fois sa fréquence.
Le Bremsstrahlung a donc fourni une preuve directe et indépendante de la quantification de l'énergie, venant s'ajouter aux preuves fournies par le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique et l'effet Compton. Abordons maintenant un sujet fascinant et souvent mal compris, les idées fausses les plus répandues sur le Bremsstrahlung. La première idée fausse est que seuls les électrons produisent du Bremsstrahlung. C'est faux. Toute particule chargée qui subit une accélération émet un rayonnement électromagnétique et donc toute particule chargée qui décélère produit du Bremsstrahlung. Les protons, les particules alpha, les muons, les pions chargés, tous peuvent produire du Bremsstrahlung. Mais, et c'est un mais crucial, l'intensité du Bremsstrahlung dépend inversement du carré, de la masse de la particule. Puisque la puissance rayonnée par la formule de Larmor est proportionnelle à l'accélération au carré, et puisque pour une force donnée, l'accélération est inversement proportionnelle à la masse par la deuxième loi de Newton, la puissance rayonnée est proportionnelle à 1 sur m au carré. Le proton, étant 1836 fois plus lourd que l'électron, émet environ 1836 au carré, soit environ 3,4 millions de fois moins de Bremsstrahlung que l'électron pour la même force appliquée. C'est pourquoi, en pratique, le Bremsstrahlung est presque toujours dominé par les électrons, et c'est pourquoi on en parle souvent comme si c'était exclusivement un phénomène électronique. La deuxième idée fausse est que le Bremsstrahlung ne produit que des rayons X. En réalité, le Bremsstrahlung peut produire des photons de n'importe quelle fréquence du spectre électromagnétique, des ondes radio aux rayons gamma les plus énergétiques. La fréquence des photons émis dépend de l'énergie cinétique de l'électron et de la violence de la décélération. Dans un tube à rayon X médical, les tensions sont typiquement de quelques dizaines à une centaine de kilovolts, ce qui produit des photons dans la gamme des rayons X. Mais dans un accélérateur linéaire de radiothérapie, les tensions sont de plusieurs mégavolts, produisant des photons dans la gamme des rayons gamma. Et dans les plasmas astrophysiques, le Bremsstrahlung thermique peut produire des photons allant de l'infrarouge au rayon X, selon la température du plasma. Un plasma à quelques milliers de degrés émet du Bremsstrahlung, principalement dans le domaine optique et infrarouge, tandis qu'un plasma à des millions de degrés émet dans le domaine des rayons X. La troisième idée fausse est que l'électron doit s'arrêter complètement pour émettre du Bremsstrahlung. En fait, la grande majorité des événements de Bremsstrahlung impliquent une perte partielle d'énergie. L'électron est dévié et légèrement ralenti, émettant un photon de relativement basse énergie, puis continue son chemin avec une énergie réduite. Il peut subir de nombreux événements de Bremsstrahlung successifs avant de s'arrêter complètement ou d'être absorbé. Le cas où l'électron transfère toute son énergie en un seul photon est extrêmement rare. Il correspond au bord à haute énergie du spectre de Bremsstrahlung et à une probabilité infinitésimale. Explorons maintenant quelques connexions surprenantes et fascinantes entre le Bremsstrahlung et d'autres domaines de la physique. La première connexion que nous avons déjà évoquée, mais qui mérite d'être approfondie, est le lien entre le Bremsstrahlung et la preuve de la théorie quantique, quand Planck proposa en 1900 que l'énergie du rayonnement électromagnétique est quantifiée en paquets discrets, E égale h nu. Il le fit pour résoudre le problème du rayonnement du corps noir, un problème spécifique lié à l'émission thermique des objets. Beaucoup de physiciens de l'époque considéraient la quantification comme un artifice mathématique sans réalité physique profonde. Puis, en 1905,
Einstein utilisa le concept de quantification pour expliquer l'effet photoélectrique, montrant que la lumière se comporte comme des particules, les photons, dans certaines circonstances. Mais c'est la loi de Duane-Hunt, établie en 1915 à partir de l'étude du spectre de Bremsstrahlung, qui fournit une troisième preuve indépendante, venant d'un domaine complètement différent, de la quantification de l'énergie. Le fait que trois phénomènes apparemment sans rapport, le rayonnement du corps noir, l'effet photoélectrique et le Bremsstrahlung, convergent tous vers la même conclusion, E égale H nu, était une confirmation puissante que la quantification n'était pas un artifice, mais une vérité fondamentale de la nature. La deuxième connexion surprenante est entre le Bremsstrahlung et la recherche de matière noire. Certaines théories de matière noire prédisent que les particules de matière noire, quelles qu'elles soient, pourraient interagir faiblement avec la matière ordinaire. Si une particule de matière noire passait à proximité d'un noyau atomique, elle pourrait être déviée et, si elle portait une charge ou un moment dipolaire, elle pourrait émettre un rayonnement analogue au Bremsstrahlung. Même si les particules de matière noire ne portent pas de charge électrique dans les modèles standards, certains modèles de physique au-delà du modèle standard prédisent des interactions qui pourraient produire des signatures similaires au Bremsstrahlung dans les détecteurs de matière noire. Cette connexion, bien que spéculative, montre comment un phénomène bien compris peut éclairer des questions à la frontière de la connaissance. La troisième connexion est peut-être la plus vertigineuse, le Bremsstrahlung gravitationnel. En relativité générale, la théorie de la gravitation d'Einstein, les masses accélérées émettent des ondes gravitationnelles, tout comme les charges accélérées émettent des ondes électromagnétiques. Quand deux objets massifs, comme deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs, se rapprochent l'un de l'autre sur une trajectoire hyperbolique, sans nécessairement fusionner, ils émettent des ondes gravitationnelles par un processus qui est l'exact analogue gravitationnel du Bremsstrahlung électromagnétique. On l'appelle même le Bremsstrahlung gravitationnel, en hommage direct au phénomène électromagnétique. Ce processus a été étudié théoriquement depuis les années 1970 et avec l'avènement de la détection des ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo, il y a un espoir réel de détecter un jour le Bremsstrahlung gravitationnel produit par des rencontres rapprochées entre objets compacts dans des amas stellaires denses. Ce serait une confirmation spectaculaire de l'analogie profonde entre l'électromagnétisme et la gravitation. Et il y a une connexion encore plus profonde, une connexion qui touche à l'essence même de la physique théorique. Le Bremsstrahlung est un cas particulier d'un principe plus général que les physiciens appellent le théorème des photons mous, formulé par Steven Weinberg dans les années 1960. Ce théorème dit que chaque fois qu'un processus impliquant des particules chargées se produit, il y a toujours une probabilité non nulle qu'un photon de basse énergie, un photon mou, soit émis en plus. En d'autres termes, chaque interaction impliquant des charges est accompagnée d'un rayonnement résiduel, un murmure électromagnétique qui accompagne chaque mouvement de charge dans l'univers. Le Bremsstrahlung n'est pas un accident, n'est pas une curiosité, c'est une nécessité fondamentale dictée par la structure même de la théorie quantique des champs. Prenons maintenant du recul et réfléchissons à ce que tout cela signifie, non pas seulement en termes de physique, mais en termes de notre compréhension de l'univers et de notre place dans celui-ci.
Le Bremsstrahlung nous enseigne que le mouvement et la lumière sont intimement liés. Quand une particule chargée change de vitesse, elle doit en informer l'univers, et elle le fait en émettant de la lumière. C'est comme si l'univers avait une règle fondamentale. Tout changement dans le mouvement des charges doit être communiqué, et le moyen de communication est le photon, la particule de lumière. L'information voyage à la vitesse de la lumière, se propageant dans l'espace comme une onde, et cette onde est ce que nous appelons le rayonnement électromagnétique. Cette perspective est profondément méditative. Pensez-y, chaque photon de Bremsstrahlung qui traverse l'univers porte en lui l'information d'un événement spécifique, un moment précis où un électron a changé de vitesse en présence d'un noyau. Les rayons X qui illuminent votre radiographie portent l'empreinte de la collision entre des électrons accélérés et les noyaux de tungstène dans le tube à rayons X. Les rayons X émis par un amas de galaxies portent l'empreinte des milliards de collisions entre électrons et ions dans un plasma à 100 millions de degrés. Chaque photon est un messager, un témoin d'un événement qui s'est produit quelque part dans l'univers, et en le recevant et en l'analysant, nous pouvons reconstituer l'histoire de cet événement. C'est la beauté de la physique. Elle nous permet de lire les messages que l'univers envoie continuellement. Permettez-moi maintenant d'approfondir certains aspects du Bremsstrahlung que nous avons mentionnés brièvement, mais qui méritent une exploration plus complète. Commençons par la notion de longueur de radiation, un concept fondamental en physique des particules qui est directement lié au Bremsstrahlung. Quand un faisceau d'électrons de haute énergie traverse un matériau, les électrons perdent de l'énergie par deux mécanismes principaux. L'ionisation, où l'électron arrache des électrons aux atomes du matériau, et le Bremsstrahlung. À basse énergie, l'ionisation domine, mais à haute énergie, le Bremsstrahlung devient le mécanisme de perte d'énergie dominant. L'énergie à laquelle les deux mécanismes contribuent également est appelée l'énergie critique, et elle est approximativement égale à 800 divisé par Z plus 1,2 mégaélectronvolts, où Z est le numéro atomique du matériau. Pour le plomb, l'énergie critique est d'environ 7 mégaélectronvolts, tandis que pour l'aluminium, elle est d'environ 43 mégaélectronvolts. Au-dessus de l'énergie critique, le Bremsstrahlung est le processus dominant, et l'énergie de l'électron décroît de manière exponentielle, avec la distance parcourue, avec une constante de longueur appelée la longueur de radiation. La longueur de radiation est la distance sur laquelle l'énergie de l'électron est réduite d'un facteur E, soit environ 2,718. Pour le plomb, la longueur de radiation est d'environ 0,56 cm, tandis que pour l'air, elle est d'environ 300 mètres. Ce concept est crucial pour la conception des détecteurs de particules, des blindages de radiation et des calorimètres en physique des hautes énergies. Un aspect fascinant du Bremsstrahlung en physique des hautes énergies est la formation de gerbes électromagnétiques. Quand un électron de très haute énergie pénètre dans un matériau dense, il émet un photon de Bremsstrahlung de haute énergie. Ce photon, à son tour, peut produire une paire électron-positron par un processus appelé production de paires, l'exact inverse du processus d'annihilation. L'électron et le positron produits sont eux-mêmes de haute énergie et émettent à leur tour des photons de Bremsstrahlung qui produisent encore des paires, et ainsi de suite. Le résultat est une cascade
une avalanche de particules dont le nombre croît exponentiellement avec la profondeur dans le matériau jusqu'à ce que l'énergie moyenne des particules tombe en dessous de l'énergie critique et que la cascade s'arrête. Cette gerbe électromagnétique est la base du fonctionnement des calorimètres électromagnétiques dans les détecteurs de physique des particules, comme ceux utilisés au LHC. En mesurant le nombre total de particules dans la gerbe ou l'énergie totale déposée, on peut remonter à l'énergie de la particule initiale. Le Bremsstrahlung est donc au cœur même de la technologie de détection en physique des particules. Revenons maintenant aux applications astrophysiques et explorons un aspect que nous n'avons fait qu'effleurer. Comment le Bremsstrahlung est utilisé comme outil diagnostique en astrophysique? Le spectre du Bremsstrahlung thermique dépend de la température et de la densité du plasma qui l'émet. En mesurant ce spectre avec des instruments sensibles, les astrophysiciens peuvent déterminer ces paramètres physiques avec une grande précision. Par exemple, en observant le spectre de rayons X d'un amas de galaxies avec Chandra ou X-MM Newton, on peut ajuster un modèle de Bremsstrahlung thermique aux données et en déduire la température du gaz intra-amas. Cette température est typiquement de quelques kiloélectronvolts, ce qui correspond à quelques dizaines de millions de degrés Kelvin. La luminosité totale en rayons X donne une mesure de la densité du gaz et en combinant les deux, on peut estimer la pression du gaz et, via l'hypothèse d'équilibre hydrostatique, la masse totale de l'amas, y compris la contribution de la matière noire. Le Bremsstrahlung est également utilisé comme diagnostic dans les plasmas de laboratoire, notamment dans les expériences de fusion nucléaire contrôlée. Dans un tokamak, un dispositif torique conçu pour confiner un plasma de fusion par des champs magnétiques, le plasma est chauffé à des températures de 100 millions de degrés ou plus. À ces températures, le plasma émet du Bremsstrahlung dans le domaine des rayons X et des ultraviolets. Et en mesurant ce rayonnement, les physiciens des plasmas peuvent déterminer la température et la densité du plasma en temps réel. Le Bremsstrahlung est en fait l'une des principales sources de perte d'énergie dans un plasma de fusion, et minimiser ces pertes est un défi important pour la réalisation de la fusion nucléaire contrôlée. Les pertes par Bremsstrahlung augmentent avec le carré du numéro atomique des impuretés dans le plasma, ce qui signifie que même de petites quantités d'impuretés de haut Z, comme le tungstène qui s'érode des parois du tokamak, peuvent augmenter considérablement les pertes radiatives et refroidir le plasma. Le contrôle des impuretés est donc crucial pour la performance d'un réacteur de fusion. Parlons maintenant d'un sujet qui lie le Bremsstrahlung à la cosmologie de manière encore plus directe, le rôle du Bremsstrahlung dans l'opacité de l'univers primordial et dans la nucléosynthèse primordiale. Dans les premières minutes après le Big Bang, l'univers était un plasma extrêmement chaud et dense, composé principalement de protons, de neutrons, d'électrons et de photons. Les réactions nucléaires qui se sont produites pendant les 3 premières minutes environ, la nucléosynthèse primordiale, ont forgé les noyaux légers, principalement l'hélium 4, le deutérium, l'hélium 3 et le lithium 7. Pendant cette période, le Bremsstrahlung était l'un des processus qui maintenait l'équilibre thermique entre les particules et les photons, assurant que la température du plasma était uniforme et bien définie. Les calculs précis de la nucléosynthèse primordiale, qui sont en excellent accord avec les abondances observées des éléments légers, incluent le Bremsstrahlung
comme l'un des processus qui détermine le taux de refroidissement du plasma, et donc la durée pendant laquelle les réactions nucléaires peuvent se produire. À une époque plus tardive, environ 380 000 ans après le Big Bang, quand la température de l'univers était tombée à environ 3000 Kelvin, les électrons se sont combinés avec les protons pour former des atomes d'hydrogène neutre, un événement appelé la recombinaison. Avant la recombinaison, l'univers était opaque au rayonnement parce que les photons étaient constamment diffusés par les électrons libres par diffusion Thomson, et le Bremsstrahlung contribuait également à cette opacité en absorbant et réémettant des photons. Après la recombinaison avec la disparition des électrons libres, la diffusion Thomson et le Bremsstrahlung cessèrent, et l'univers devint transparent. Les photons émis à cette époque constituent le fond diffus cosmologique, le rayonnement micro-ondes fossile que nous observons aujourd'hui avec des satellites comme Planck et qui est notre image la plus ancienne de l'univers. Le Bremsstrahlung a donc joué un rôle indirect mais important dans la formation de ce signal cosmologique fondamental. Poursuivons avec un sujet que les physiciens trouvent particulièrement élégant, la relation entre le Bremsstrahlung et la théorie de l'information. Chaque photon de Bremsstrahlung porte de l'information sur l'événement qu'il a créé. L'énergie du photon nous renseigne sur la violence de la décélération. La direction du photon nous renseigne sur la géométrie de l'interaction. La polarisation du photon nous renseigne sur l'orientation du plan dans lequel l'électron a été dévié. En d'autres termes, chaque photon de Bremsstrahlung est un enregistrement, un message codé qui contient les détails d'un événement physique spécifique. La physique nous donne les outils pour décoder ces messages et en le faisant, nous pouvons reconstruire les conditions physiques qui ont produit le rayonnement. C'est cette capacité de décryptage qui fait du Bremsstrahlung un outil diagnostique si puissant, que ce soit en médecine, en physique des plasmas ou en astrophysique. Approfondissons un aspect de la physique du Bremsstrahlung que nous n'avons pas encore exploré en détail, la distribution angulaire du rayonnement. Quand un électron non relativiste émet du Bremsstrahlung, le rayonnement est émis principalement dans les directions perpendiculaires à l'accélération avec une distribution en sinus carré θ, où θ est l'angle entre la direction de l'accélération et la direction d'observation. Cela signifie qu'aucun rayonnement n'est émis dans la direction de l'accélération elle-même et que le maximum est à 90 degrés. C'est le schéma classique du dipôle oscillant, le même que celui d'une antenne classique. Mais quand l'électron est relativiste, la situation change dramatiquement. Les effets relativistes concentrent le rayonnement dans un cône étroit autour de la direction du mouvement de l'électron, avec un angle d'ouverture approximativement égal à 1 sur gamma, où gamma est le facteur de Lorentz. Pour un électron se déplaçant à 99,99% de la vitesse de la lumière, gamma est d'environ 70 et le cône d'émission a un angle d'ouverture d'environ 0,8 degrés. Le rayonnement est donc émis en un faisceau étroit et intense dans la direction du mouvement, un effet que les physiciens appellent le phare relativiste ou le beaming. Cet effet est fondamental en astrophysique. Il explique pourquoi les jets relativistes des noyaux actifs de galaxies et des pulsars semblent si lumineux quand ils pointent vers nous et beaucoup moins lumineux quand ils pointent dans une autre direction. La polarisation du Bremsstrahlung est un autre aspect riche en informations. Le rayonnement de Bremsstrahlung est généralement partiellement polarisé
avec le vecteur de polarisation dans le plan contenant la trajectoire de l'électron et la direction d'observation. Pour un seul événement de Bremsstrahlung, la polarisation peut être très élevée, mais quand on observe de nombreux événements avec des géométries différentes, comme dans un tube à rayon X ou un plasma astrophysique, la polarisation résultante est généralement faible, car les contributions individuelles tendent à se moyenner. Cependant, dans certains contextes astrophysiques, comme les éruptions solaires ou les restes de supernovae, des asymétries dans la distribution des électrons ou dans la géométrie de la source peuvent produire une polarisation nette mesurable, fournissant des informations précieuses sur la physique de la source. La mission IXPE de la NASA, lancée en 2021, est spécifiquement conçue pour mesurer la polarisation des rayons X des sources astrophysiques, et le Bremsstrahlung est l'un des processus clés étudiés. Revenons à un aspect fondamental que nous devons traiter avec encore plus de profondeur. Pourquoi exactement le champ électromagnétique se comporte-t-il de cette manière? Pourquoi une charge accélérée doit-elle rayonner? Pour répondre à cette question de manière satisfaisante, nous devons nous tourner vers les équations de Maxwell, les 4 équations qui gouvernent tous les phénomènes électromagnétiques. La première équation, la loi de Gauss pour le champ électrique, dit que le flux du champ électrique à travers une surface fermée est proportionnel à la charge enfermée. La deuxième, la loi de Gauss pour le champ magnétique, dit que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est toujours zéro, ce qui signifie qu'il n'existe pas de monopôle magnétique. La troisième, la loi de Faraday, dit qu'un champ magnétique variable dans le temps crée un champ électrique. Et la quatrième, la loi d'Ampère-Maxwell, dit qu'un courant électrique ou un champ électrique variable dans le temps crée un champ magnétique. Ce sont les troisième et quatrième équations qui sont les plus pertinentes pour le Bremsstrahlung. Elles établissent un couplage entre les champs électriques et magnétiques variables. Un champ électrique variable crée un champ magnétique et un champ magnétique variable crée un champ électrique. Ce couplage permet l'existence d'ondes électromagnétiques auto-entretenues qui se propagent dans l'espace à la vitesse de la lumière, sans avoir besoin d'un médium. Ce sont les ondes électromagnétiques et la lumière n'est qu'une forme particulière de ces ondes. Maintenant, quand un électron se déplace à vitesse constante, ses champs électriques et magnétiques se déplacent avec lui de manière stationnaire. Il n'y a pas de variation temporelle des champs dans le référentiel qui se déplace avec l'électron et par conséquent, pas de rayonnement. Mais quand l'électron accélère ou décélère, la configuration des champs change. Le champ doit se réajuster pour refléter la nouvelle vitesse de l'électron. Et ce réajustement ne peut pas se propager instantanément. Il se propage à la vitesse de la lumière, créant une perturbation transitoire, une onde qui s'éloigne de l'électron. Cette onde est le rayonnement. Les équations de Maxwell, quand on les résout pour une charge ponctuelle, en mouvement arbitraire, donnent des champs qui se décomposent en 2 parties. Les champs de vitesse, qui sont liés à la position et à la vitesse actuelle de la charge et ne transportent pas d'énergie vers l'infini, et les champs d'accélération qui sont proportionnels à l'accélération de la charge et transportent de l'énergie vers l'infini sous forme de rayonnement. C'est la partie accélération du champ qui constitue le Bremsstrahlung. Pour être encore plus précis, les champs d'une charge ponctuelle en mouvement sont décrits par les potentiels retardés de Liénard-Wiechert, qui sont les solutions exactes
des équations de Maxwell pour une charge ponctuelle. Ces potentiels prennent en compte le temps de propagation fini de la lumière. Le champ que vous observez en un point donné et à un instant donné n'est pas déterminé par la position et la vitesse actuelle de la charge, mais par sa position et sa vitesse au moment retardé, c'est-à-dire au moment plus tôt où la lumière aurait dû être émise pour atteindre le point d'observation à l'instant présent. C'est cette causalité retardée qui est à l'origine du phénomène de rayonnement. Quand la charge change de vitesse, l'information met un temps fini à se propager et ce retard crée la perturbation, qui est le rayonnement. Explorons maintenant un sujet qui est rarement discuté dans les présentations grand public du Bremsstrahlung, mais qui est profondément fascinant. Le problème de la réaction de rayonnement. Quand un électron émet du Bremsstrahlung, il perd de l'énergie. Cette énergie perdue doit provenir de quelque part, et elle provient de l'énergie cinétique de l'électron. En termes de force, l'émission de rayonnement exerce une force de recul sur l'électron, une force dans la direction opposée à son mouvement qui le ralentit. C'est la force de réaction de rayonnement, ou force d'Abraham Lorentz en physique classique. Le problème est que l'expression classique de cette force conduit à des difficultés mathématiques profondes, notamment des solutions qui violent la causalité, des préaccélérations où l'électron commence à décélérer avant que la force externe soit appliquée, et des solutions où l'électron s'auto-accélère indéfiniment, les fameux runaway solutions. Ces problèmes sont liés au fait que la théorie classique traite l'électron comme un point, ce qui conduit à des divergences dans l'énergie propre de l'électron. La résolution complète de ces problèmes nécessite la théorie quantique, l'électrodynamique quantique, qui traite le rayonnement de manière cohérente dans le cadre de la mécanique quantique et élimine les divergences par la procédure de renormalisation. C'est un sujet technique et profond, mais il illustre que même un phénomène apparemment simple comme le Bremsstrahlung touche aux questions les plus fondamentales de la physique théorique. Continuons notre exploration en abordant un aspect pratique et contemporain du Bremsstrahlung, son rôle dans la protection contre les radiations. Quand des électrons de haute énergie sont arrêtés dans un matériau, ils produisent du Bremsstrahlung, et ces photons de Bremsstrahlung sont pénétrants et potentiellement dangereux. C'est pourquoi la conception des blindages de radiation dans les installations nucléaires, les accélérateurs de particules et les équipements médicaux doit prendre en compte non seulement les électrons primaires, mais aussi les photons de Bremsstrahlung secondaires qu'ils produisent. Un principe important en radioprotection est que les électrons de haute énergie doivent être arrêtés dans des matériaux de faible numéro atomique comme l'eau, le polyéthylène ou l'aluminium, plutôt que dans des matériaux de haut Z comme le plomb, car les matériaux de haut Z produisent beaucoup plus de Bremsstrahlung en raison de la dépendance en Z au carré. Le plomb est ensuite utilisé comme couche extérieure pour absorber les photons de Bremsstrahlung produits dans la couche intérieure à faible Z. Cette approche en deux couches est un exemple élégant de la manière dont la compréhension de la physique fondamentale du Bremsstrahlung se traduit directement en pratique d'ingénierie. Parlons maintenant d'une application du Bremsstrahlung qui est peut-être la plus spectaculaire et la plus directement liée à notre vie quotidienne, la tomodensitométrie ou scanner CT. Le scanner CT a été inventé en 1971 par Godfrey Hounsfield en Angleterre et Alan Cormack en Afrique du Sud.
qui ont partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1979 pour cette invention. Le principe est simple, mais puissant. Un tube à rayon X tourne autour du patient, prenant des images dans rayon X sous de nombreux angles différents. Un ordinateur utilise ensuite un algorithme mathématique, la rétroprojection filtrée ou des méthodes itératives plus modernes pour reconstruire une image tridimensionnelle de l'intérieur du corps. Les rayons X utilisés sont produits par Bremsstrahlung dans un tube à rayon X à anode rotative, un dispositif ingénieux où l'anode de tungstène tourne à grande vitesse pour distribuer la chaleur sur une plus grande surface et permettre des expositions plus intenses. Le scanner CT a révolutionné la médecine en permettant de visualiser les organes internes, les tumeurs, les hémorragies, les fractures et d'innombrables autres pathologies avec une précision et une rapidité sans précédent. Et tout cela est possible grâce au Bremsstrahlung, grâce au simple fait qu'un électron qui ralentit émet de la lumière. L'angiographie par soustraction numérique est une autre application médicale fascinante. Dans cette technique, on prend d'abord une image en rayon X d'une région du corps, puis on injecte un produit de contraste, généralement à base d'iode, dans les vaisseaux sanguins, et on prend une deuxième image. En soustrayant la première image de la deuxième, on obtient une image qui montre uniquement les vaisseaux sanguins remplis de produits de contraste, permettant de visualiser avec une clarté remarquable la circulation sanguine et de détecter les sténoses, les anévrismes et d'autres anomalies vasculaires. Le choix de l'iode comme agent de contraste est lié au Bremsstrahlung d'une manière subtile. L'iode a un numéro atomique de 53 et son bord d'absorption K se situe à environ 33 kV, ce qui est dans la gamme d'énergie optimale pour l'imagerie diagnostique. En ajustant la tension du tube à rayon X pour que le spectre de Bremsstrahlung soit centré autour de cette énergie, on maximise le contraste entre les vaisseaux remplis d'iode et les tissus environnants.